Tout d'abord, je vais m'excuser parce que je n'ai plus beaucoup de voix et j'espère que j'arriverai à me faire entendre jusqu'au bout. Et je me présente en quelques mots. Je suis médecin, pharmacien. J'ai fait une carrière hospitalo-universitaire au CHU de Rouen et maintenant je suis directeur de recherche à l'IRD à Dakar. Donc je m'intéresse essentiellement au problème du développement des médicaments, en particulier des combinaisons avec l'artémisinine. Donc je vous propose aujourd'hui un programme de surveillance de déploiement de l'artésunate amodiaquine pour traiter le paludisme au Sénégal. Ça va être un exemple, et avant je vais vous donner quelques indications sur l'intérêt de la pharmacovigilance. Donc en fait la pharmacovigilance, il faut déterminer l'efficacité à tolérance donc aux associations. C'est pas connu, pour l'instant il n'y a vraiment pas de données intéressantes, importantes au moins sur l'Afrique. On a des données sur l'Asie, en particulier sur les combinaisons artésunates mefloquine, mais très peu sur les associations qu'on est en train de commencer à développer en milieu africain. En fait, c'est tout à fait indispensable d'avoir ce type de données et un système de pharmacovigilance, parce qu'on ne peut pas actuellement avoir des données importantes sur les événements graves qui peuvent se produire quand on met en route un système d'ACT sur une grande échelle avec beaucoup de malades, et certains effets secondaires n'apparaissent que tardivement après avoir traité plusieurs milliers de cas. Il va apparaître un accident grave. Donc c'est quelque chose d'un travail de longue haleine, et c'est absolument indispensable pour essayer d'aider les gens en santé publique et surtout leur donner des informations qui leur permettent d'arrêter en cas d'accident grave, de reprendre en arrière ou même carrément d'arrêter le médicament, ce que l'on fait aussi en France dans les études de pharmacovigilance. Dès qu'on a un certain nombre d'accidents, eh bien on retire le médicament de la circulation. Donc en fait, la pharmacovigilance intervient à phase 4. La phase 4, c'est la phase de post-marketing surveillance, qui va permettre d'avoir une plus large ouverture sur les accidents qui peuvent se produire, comme je le disais, puisque en fait en phase 3, on fait des études précliniques et des études cliniques sur des cohortes qui sont relativement limitées, et on ne sait pas si on ne passe pas à côté très souvent d'accidents qui peuvent se produire, comme je vous le disais, au bout de 10 000 prises ou 15 000 prises. Donc les objectifs, ça va être de détecter des effets indésirables qu'on n'a pas observés dans ces études de phase 3, de détecter des réactions qui vont résulter souvent d'interférences médicamenteuses. Vous savez très bien que quand on a une prise de paludisme, souvent on ne prend pas que l'antipaludique, on prend autre chose avec, soit des analgésiques ou autres. Donc on peut avoir également dans ces cas-là, ou même des antibiotiques, qui peuvent donner des interférences médicamenteuses qu'on n'a pas repérées. On peut ainsi beaucoup mieux apprécier les risques au bout d'un certain nombre de cas que l'on a pu répertorier, puis on va apporter des corrections bien sûr aux posologies ou réduire les indications. On doit d'abord, par la pharmacovigilance ou par le système de pharmacovigilance qu'on met en place, détecter donc des effets indésirables graves. C'est cela qu'on recherche en priorité. Qu'est-ce que c'est que des effets indésirables graves? C'est ceux qui mettent la vie en danger des malades ou qui obligent même souvent à hospitaliser les malades en urgence. Donc il faut aussi déterminer une relation de cause à effet entre la clinique et le traitement. Ce n'est pas le tout de trouver un malade qui fait un accident au cours d'un traitement. Il faut encore déterminer si cet accident ne serait pas survenu en dehors même de ce traitement. Donc la relation de cause à effet est essentielle, et c'est peut-être ce qui est le plus difficile à déterminer en pharmacovigilance. S'ils apparaissent dans un sous-groupe particulier, ça peut arriver par exemple que des accidents se produisent chez uniquement des enfants en bas âge, ou bien dans un groupe ethnique particulier. Ça a une valeur aussi pour donner la responsabilité aux produits que vous utilisez. Alors de toute façon, dès que vous avez un accident qui se produit, il faut prévenir les autorités sanitaires. Il existe dans tous les systèmes de pharmacovigilance des fiches qui sont à remplir avec un certain nombre de points très importants. Il faut les aussitôt prévenir, souvent par téléphone ou par fax quand on le peut, pour qu'on puisse prendre les coordonnées de cet accident. Bon, il faut donc modifier à ce moment-là les modalités de traitement. En ce qu'on revient aux effets indésirables, en fait, on peut avoir plusieurs types d'effets indésirables, dont les plus importants sont ceux qui sont dose dépendants.
Et puis vous avez des sauts qui sont doses indépendants, qui sont souvent des réactions allergiques d'origine cutanée ou même des réactions pseudo-allergiques. Donc dans les effets indésirables dose dépendants, vous avez des effets dose dépendants qui peuvent survenir dans un certain nombre de situations que je vous ai indiquées ici. Donc ces indications sont souvent des changements de formulation. On a vu ça pour la chloroquine par exemple, où on est passé d'une formule qui était à 100 mg comprimée à des formules à 300 mg. Et bien sûr on a eu des accidents qui se sont produits par surcharge. Mais au-delà même de ce système-là, lorsque vous modifiez les sels que vous utilisez par exemple de principe actif, vous avez des modifications aussi de posologie qui vont se produire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se réfère toujours à la quantité de base, par exemple pour la chloroquine ou la modiaquine. Un autre point très important, c'est l'excipient. Si vous mettez un excipient différent de celui qui est utilisé habituellement, vous risquez de modifier aussi les donnes. Et ça se voit en particulier pour les génériques actuellement, où il y a certains génériques dont l'activité est diminuée par rapport au produit normal, et ou au contraire augmentée, et dans ces cas-là, ça peut donner des accidents. Ensuite, vous avez la voie d'administration. Il est certain que si vous administrez un produit par voie buccale, vous le mettez en intraveineuse ou en intramusculaire, ça n'aura pas du tout la même posologie, donc il faut faire très attention aussi à cela. Ensuite, la non-compliance, très souvent, et surtout on voit ça par exemple avec les blisters actuellement qu'on utilise pour l'artésunate amodiaquine. Vous avez des comprimés blancs, des comprimés jaunes, le nombre de fois où les gens prennent tous les jaunes et pas les blancs, et ainsi de suite. Donc là, il y a des problèmes aussi, et puis aussi, en sens inverse, les gens peuvent très bien ne pas prendre les médicaments, ou même prendre d'autres médicaments en surcharge par rapport à ceux qui sont prescrits. Donc les variations individuelles, ça c'est aussi un problème important qu'on connaît. Je vous ai cité quelques exemples. La déficience par exemple en glucose 6-phosphate déshydrogénase est associée très souvent à des réactions hémolytiques par certains médicaments, dont plus que ceux qui sont indiqués ici, primatine, sulfonamine, c'est connu. Vous avez aussi une capacité de métaboliser ou d'éliminer qui varie selon les individus. Vous avez aussi des gens qui sont acétyleurs lents ou acétyleurs rapides. On sait ça pour l'alcool par exemple, mais c'est valable aussi pour certains médicaments. La relation entre médicaments et ces métabolites, vous savez que certains médicaments antimalariques sont des prodrogues, des pro-médicaments, et qu'en fait ce qui agit c'est le produit de décomposition, c'est-à-dire les métabolites. Donc il faut apprécier aussi les métabolites. Donc l'âge également était quelque chose d'important. Les nouveau-nés, les jeunes enfants sont beaucoup plus dose dépendants. On ne donne pas la même quantité en grammes ou en milligrammes par kilo chez l'adulte. On ne va pas transposer ça chez des enfants de 2 ans ou 3 ans parce que ça n'a pas de sens. Vous avez également les problèmes de la grossesse. On sait que la grossesse, au cours de la grossesse, a une sensibilité beaucoup plus grande au cours du premier trimestre, avec la possibilité d'avoir des accidents, donc tératogènes en particulier, avec some pyrimétamine, dapsone, c'est bien connu, les risques d'avortement, de malformation fétale, le risque d'ictère néonatale aussi, avec une augmentation de la durée de l'ictère néonatale, et souvent même aussi des hémolyses qui se produisent avec les antagonistes des folates, comme la pyrimétamine. Enfin bon, vous connaissez aussi très bien les contre-indications de la tétracycline chez la femme enceinte dans les 3 premiers mois, parce que ça provoque des agénésies dentaires, c'est quelque chose de connu depuis longtemps. Bon, vous avez des interactions médicamenteuses qui peuvent augmenter la toxicité. Alors je vous en ai cité quelques cas, par exemple la cimétidine. Si vous la donnez en même temps que la quinine, vous augmentez la concentration en quinine et vous pouvez avoir des accidents justement par ces deux associations. Vous avez d'autres exemples aussi bien connus, c'est la quinine et le mefloquine quand vous les associez, vous augmentez là aussi les effets toxiques de la mefloquine. Et alors vous avez encore maintenant d'autres associations, les maladies qui sont associées souvent au paludisme. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des insuffisances rénales ou des immunodépressions, eh bien le risque d'augmenter certains signes, en particulier les risques hématologiques ou cutanés dus aux subsalmites, sont augmentés de façon importante. Quelle est la prise en charge qu'il faut faire pour la pharmacovigilance? D'ailleurs, tout patient qui présente des effets indésirables graves après la prise d'un médicament doit immédiatement être hospitalisé pour faire des examens complémentaires, des examens cliniques et biologiques. Et on va surtout essayer de tenter d'établir une relation entre la cause et l'effet. Cette relation cause-effet, comme je vous disais tout à l'heure, est difficile à établir. On a quelques repères cependant.
c'est la fréquence des effets similaires sur d'autres patients. C'est évident que si vous avez un lot sur 100 patients, on a les 10 qui font des accidents graves, on a quand même des chances de les rapporter directement à la prise de médicaments. D'autre part, vous avez la possibilité d'exclure aussi quelquefois. Si le médicament a provoqué certains accidents, mais que déjà avant, ce malade avait déjà avant la prise de médicaments présenté ces mêmes troubles, évidemment, ça a beaucoup moins de valeur pour la pharmacovigilance. Les médicaments associés au traitement doivent toujours, et ça fait partie de la fiche de pharmacovigilance, doivent toujours être indiqués, avec les doses qui sont prises. Et puis, est-ce qu'on peut expliquer donc les propriétés du produit? Quelquefois, on a des idées, on sait que certains produits vont donner plutôt tel signe ou tel signe. Et à ce moment-là, on va se méfier, on va revenir dans un instant sur ce problème-là avec un exemple précis, comme celui de la modiakine. La classification que vous verrez sur vos fiches, elle est la suivante. Vous voyez, c'est assez vague, très probable, certain, probable, possible, improbable, sans relation inclassable. Donc ça, c'est pas facile à faire. Et de toute façon, votre observation, vous pouvez donner un avis, mais votre observation sera transmise à un service central qui, lui, collationne toutes les données et pourra de mettre un avis beaucoup plus important que celui que vous mettrez vous-même. On va maintenant passer à un exemple précis qui est la mise en place d'une association. On va choisir l'association artesunate-amodiakine, qui est celle qui actuellement est développée en Afrique, principalement au Sénégal, puisque le Sénégal a opté pour, en première intention pour cette association depuis le 1er janvier dernier. Donc, simplement un rappel sur cette amodiakine, qui n'est pas un produit qui est tout à fait anodin. On a des antécédents. On sait que ça a une pharmacocinétique qui est assez variable. On sait également que la métabolisation hépatique de l'amodiakine est rapide, avec une demi-vie qui est de l'ordre de 5 heures pour l'amodiakine, et détectable après 8 heures, pratiquement plus. Mais en fait, c'est pas l'amodiakine qui agit, c'est son métabolite, c'est la monodéséthylamodiakine qui apparaît, métabolise à partir de l'amodiakine que vous absorbez, qui est active. Sa demi-vie, elle, par contre, est beaucoup plus longue. Il semble, bien qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup d'articles qui puissent permettre de déterminer cette demi-vie, mais enfin, bon, on sait que c'est à peu près maximum 18 jours. Mais certains auteurs vont au-delà, disons qu'on peut en retrouver largement au-delà d'un mois ou 2 mois. Donc, la concentration de ce produit se fait aussi comme pour la chloroquine au niveau des hématies, mais la quantité est moins importante, elle est de l'ordre de 3 fois ce qu'on trouve dans le plasma. Les interactions médicamenteuses sont assez peu connues encore actuellement pour l'amodiakine. Si vous utilisez l'amodiakine seule ou associée, vous pouvez avoir des effets indésirables graves qui sont connus pour la prophylaxie. Depuis très longtemps, on sait qu'en prophylaxie, d'ailleurs c'est absolument défendu de donner une prophylaxie à l'amodiakine déjà depuis très nombreuses années, à cause des accidents qu'on a observés, des rages cutanées, prurites, mais surtout des hépatites toxiques, des agranulocytoses sévères qui ont provoqué un certain nombre de décès. On va revenir là-dessus, donc entre 85 par exemple et 90 qui manque ici, vous avez eu 44 effets indésirables qui ont été rapportés et qui sont dus à des prophylaxies avec l'amodiakine. Vous avez eu 28 cas d'agranulocytose avec 9 décès par complications septiques. Vous avez eu également 14 cas d'hépatite grave, dont 3 décès. Donc vous avez des leucocytoses qui sont extrêmement faibles, mais pour certaines qui ont une évolution favorable. Et puis il y a 2 intoxications volontaires mortelles. Ce qui est à signaler, c'est également dans ce qui est rapporté à la littérature, c'est que dans 12 cas, vous aviez une association entre l'amodiakine et la pyrimétamine, la sulfadoxine pyrimétamine. Bon, donc l'étude d'efficacité, tolérance et la pharmacovigilance a été mise en place donc en Basse-Casamance, où on travaille déjà depuis 2000, après une étude préalable qui a été faite en 1999, qui était une étude multicentrique qui permettait d'évaluer l'activité, l'efficacité et la tolérance de l'association artesunate-amodiakine versus l'amodiakine seule. Donc on a au Sénégal une activité qui est très importante, une sensibilité très grande de l'amodiakine encore, et effectivement on a très peu de différence dans cette étude multicentrique en Sénégal entre l'amodiakine seule et l'artesunate-amodiakine, ce qui finalement est une bonne chose quand on veut mettre une association
en routine, puisque si vous avez déjà un produit qui ne marche pas, il n'y a que l'autre qui va marcher. Si vous prenez une association avec de l'amodiaquine qui a 20% d'activité, c'est l'artésunate qui fera tout le travail, et bon, ça revient à faire une monothérapie, c'est évident. Vous avez actuellement, donc, on a fait ça sur 5 dispensaires d'un district du sud-ouest du Sénégal, et on a inclus actuellement 3037 patients dans ces suivis de pharmacovigilance, suivis qui sont des suivis essentiellement parasitologiques jusqu'à J3, J7, puis ensuite des suivis qui sont essentiellement cliniques, où on va revoir les gens pour savoir ce qui s'est passé. Donc voilà, si vous voulez, le site où on travaille, et c'est tout à fait au bout du Sénégal, le long du fleuve Casamance, et à la frontière de la Guinée-Bissau. On a une carte un petit peu plus détaillée si vous voulez. Voilà, donc en fait ce département se situe exactement ici, donc avec le fleuve Casamance, on est limité par la Guinée-Bissau, et puis en haut la Casamance est limitée par la Gambie. Encore détailler un petit peu plus la carte pour montrer simplement les sites. Donc vous voyez, c'est un département qui est le département d'Oussouye, qui est la préfecture. C'est la plus petite des préfectures de tout le Sénégal. Il y a 3500 habitants. Et on travaille donc dans tous ces sites-là, principalement dans celui-ci. Ce sont des sites de mangroves. Ça, c'est des sites qui sont proches de la mer. Donc 5 sites qui nous ont servi à faire ces études. Voilà, le paysage classique, ce sont des paysages de riziculture essentiellement. Ils font un peu d'élevage et un peu de pêche pour ceux qui sont auprès de la côte. Donc c'est une région qui est mésendémique. Il y a des cas toute l'année avec un pic saisonnier au niveau des saisons des pluies, juillet-octobre, une morbidité palus qui est de l'ordre de 52%, et c'est toujours pratiquement falciparum qui est présent, même au-delà de 92% maintenant, Anopheles gambier et à peu près 25 piqûres infestantes par individu et par an. Voilà les taux d'efficacité qu'on a relevés depuis le moment où on fait justement la mise en place de cette association. Mise en place donc qui a commencé, comme je vous le rappelle, en 2000. On avait donc en intent to treat analyse, si vous voulez, on prend à la fois les gens qui sont en échec, mais également ceux qui ont disparu de l'étude, qui sont partis pour des raisons diverses. Donc en fait c'est assez pessimiste comme évaluation. Si on retire les perdus de vue, c'est sûr qu'on a des résultats qui sont encore meilleurs. Mais bon, c'est l'évaluation qui est retenue actuellement. Donc on a, vous voyez, des taux qui sont de l'ordre de 95%. Ici, on a eu beaucoup de perdus de vue, un peu plus en 2004, ce qui diminue les chiffres. Donc vous voyez une association qui, somme toute, marche très bien. Voilà, si vous voulez, l'évolution des traitements des fièvres. Alors ce qui est important dans la région où on travaille, c'est que, en fait, vous voyez que jusqu'en 2000, pratiquement, vous avez une quantité importante de quinine qui est donnée. Les gens traitent toutes les fièvres pratiquement sans distinction, avec ou sans goutte épaisse, par des injections intramusculaires de quinine. Bon, donc c'est vraiment le rêve, et il faut essayer aussi d'influer là-dessus, en dehors du fait qu'on a implanté, donc comme vous le voyez, l'artésunate amodiaquine, qui a quand même premièrement fait diminuer un peu la quantité de quinine, mais pas terrible non plus, et qui elle-même a commencé à être efficace. Et puis vous voyez ici en 2005 l'impact très petit de la politique nationale, puisque depuis 2004, la politique nationale, c'était en première intention l'association amodiaquine SP. Donc vous voyez que ça n'a pas eu beaucoup d'impact dans la région où on travaille, puisqu'on est arrivé péniblement à 10 ou 15% de traitement avec le protocole national. Bon, ça laisse un peu rêveur si on met des ACT, parce qu'on n'aura peut-être pas des résultats bien meilleurs. Donc ça, c'est l'évolution de la consommation des antimalariques pour traiter les cas confirmés cette fois-ci par une goutte épaisse. Donc vous voyez que là aussi on a toujours la même chose, on a la quinine, une baisse de la quinine, une augmentation de la consommation des ACT. Alors les fièvres, vous voyez là sur ces diapos, il y a plusieurs choses qui sont à regarder. C'est le nombre de cas, premièrement. Vous voyez que dans les sites que l'on se traite, on avait à peu près entre 5 000 et 6 000 cas de fièvre chaque année, qui étaient traités par la quinine. Et vous voyez que depuis le déploiement de l'artésunate amodiaquine, on a vu progressivement le nombre de fièvres diminuer, passant d'environ 5 000 à peu près 2005 actuellement. Donc on peut se demander quand même, à bon droit, si on n'a pas eu une influence
sur la morbidité du palus, d'autant que dans des régions avoisinantes qui servent de témoins et où il y avait à peu près la même quantité et où on continue à traiter la quinine, on reste toujours à des taux de 5000. Bon, donc ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est de voir qu'en fait on continue et on fait de plus en plus de gouttes épaisses chez les malades, mais qu'en fait la proportion de fièvre versus gouttes épaisses devient tout à fait presque voisine de 1 dans certains cas, un petit peu. Et puis on voit aussi sur cette ligne jaune la diminution de la positivité des gouttes épaisses. On en fait de plus en plus et il y a de moins en moins de positivité, ce qui correspond en fait au nombre de fièvres qui est de moins en moins important. Donc ça c'est à discuter sur plus long terme. Moi je ne peux pas tirer de conclusion trop hâtive de ce qu'on observe ici. Donc la proportion des traitements, donc vous voyez aussi sur cette diapositive, on voit très nettement la diminution de la consommation de quinine, on voit la chloroquine pratiquement pas beaucoup d'utilisation, et puis vous voyez la poussée de près de 30 à 35% sur un site par exemple d'utilisation des ACT, alors que la quinine reste quand même à 50%. Pourquoi la quinine reste aussi élevée quand finalement les habitants décrivent eux-mêmes qu'avec les ACT, ils sont beaucoup mieux très rapidement, la fièvre baisse en 24 heures, et très souvent on retrouve des gens qui travaillent aux rizières dès le lendemain du traitement. Tout simplement parce que beaucoup de personnes viennent le soir, après le travail, dans les champs, et on les a à 5h30, 6h du soir. Et à ce moment-là, il n'y a personne pour faire les gouttes épaisses, donc l'infirmier, il met la quinine pour se tranquilliser. Donc c'est ça un des points importants. Le deuxième point aussi, c'est que quand même, quand on voit un enfant qui risque de vomir, on n'hésite pas à piquer quand même par précaution, parce que après c'est la nuit, on ne leur verra pas forcément, ils ne reviendront pas avec l'enfant s'il y a un problème. Donc c'est une question de précaution. Donc je vous rappelle donc ces chiffres que je vous ai indiqués ici. Sur les 3037 patients qui ont été soignés, il y en a 966 qui ont été traités pour l'efficacité. C'est-à-dire qu'en plus du suivi clinique, ceux-là ont eu un suivi parasitologique à J1, 2, 3, 7, 14, 21, 28. On a fait également des examens cliniques, mais on a fait aussi des examens biochimiques et des examens hématologiques pour ces gens-là, ce qui permet aussi d'avoir un suivi bien plus fiable en pharmacovigilance. Donc, sur les 3000 malades, vous en avez quand même 2000 qui ont été traités avec les deux produits séparément, Arsumax et Camoquin, la modiakine, et d'autres qui ont été traités avec les coblister qui sont actuellement en circulation de chez Sanofi, Aventis, et qui sont des comprimés qui sont pris, disons, en fonction de l'âge, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Bon, voilà, je ne vais pas vous entraîner là-dedans, mais on a des courbes théoriques de concentration qu'on doit avoir, et on a également les courbes réelles que l'on a. Et on se rend compte qu'au point de vue posologie, quand on est à peu près à 12 ou 13 ans, on vous donnait jusqu'à 13 ans 2 comprimés de chaque produit, 2 comprimés d'amodiakine, 2 comprimés d'artesunate. Quand vous passez à partir de 14 ans, vous en donnez 4. Donc, premièrement, quand on commence à en donner 4 et que l'enfant n'est pas très gros, il risque plus de vomir ou d'avoir des effets secondaires. Et à l'inverse, les cas plus fréquents que l'on a d'échecs surviennent dans les tranches d'âge d'entre 10 et 12 ans, des enfants qui, justement, ont un poids qui est au-dessus de la normale. Et vous savez qu'en Afrique, on peut avoir des enfants de 12 ans qui pèsent 50 kilos. Donc, c'est pas très logique de la posologie qui est faite actuellement par Sanofi, de faire ça en fonction de l'âge. Je crois qu'il faut vraiment les obliger à faire des posologies en fonction des tranches de poids. Alors, on a un article d'ailleurs qui sortira dans le bulletin de l'OMS qu'on a écrit en collationnant avec des collègues près de 12 000 données en fonction du poids et des médicaments, des quantités de médicaments que l'on donne pour l'artesunate amodiakine. Bon, donc ça c'est simplement pour vous rappeler la posologie. Donc c'est 4 mg kg pour l'un, 10 mg kg pour l'amodiakine, 3 jours. Et vous voyez ici ce que je vous disais à l'instant, pour 1 à 6 ans, on donne un comprimé de chaque. Pour 6 à 13 ans, on donne 2 chaque, 2 amodiakines et 2 Arsumax, artesunate. Et là, vous voyez, à un an près, on passe à 4. Donc ça c'est pas logique du tout. Alors, quels sont les effets indésirables qu'on a peut observer avec nos 3000 cas? On n'en a pas vu un seul.
qui a pu entraîner un décès, nécessiter une hospitalisation. On a bien eu un décès, mais c'est un enfant qui a été abandonné par la grand-mère et qui est mort de déshydratation 7 ou 8 jours après avoir été traité correctement. Il avait une test négative. Bon, ça on l'a compté quand même parce qu'on est obligé de rentrer dans la comptabilité de la pharmacovigilance, même si on sait qu'il n'y a pas de relation de cause à effet. L'intensité, donc certains effets indésirables bénins qui ont nécessité l'arrêt du traitement. Et on a été obligé de le faire, en particulier pour les vomissements, quand ils sont des vomissements itératifs, pour des douleurs abdominales intenses, des vertiges, des allergies, 2 rages cutanées qu'on a observées par exemple sur la côte. On a été obligé d'arrêter, puis un fluoride. Alors voilà, si vous voulez, quand on reprend l'ensemble des données sur les effets indésirables qui sont les plus fréquents, mais qui ne sont pas graves, hein, c'est des effets indésirables secondaires, vous avez en première ligne les vomissements, ça représente 5 à 6%. Et là, si vous écoutez un peu les données qu'on peut avoir au Sénégal, par exemple, de la part des infirmiers, à les entendre, il y en a un enfant sur 2 qui vomit. En fait, sur 3000 cas, vous voyez un petit peu ce que ça donne de suivi. En plus, le prurite aussi est un phénomène qui n'est pas négligeable. 3,8% des gens se grattent, et puis les vertiges, 3,1%. Hein. Donc on a essayé de regarder vis-à-vis de l'âge que ça pouvait donner. Bon, en fait, on a vu qu'il n'y avait pas de différence significative. C'est pas significatif, ces chiffres, entre les vomissements à l'âge de 15 ans et les vomissements à l'âge de 1 à 5 ans. Donc là aussi, c'était pour essayer d'avoir des données sur quelque chose, un bruit qui courait, que les adultes vomissaient beaucoup plus que les enfants, et ça c'est un bruit qui ne court pas qu'au Sénégal. Donc voilà, si vous voulez, les pourcentages en fonction des effets secondaires. On a 317 cas d'effets secondaires, c'est à peu près 10%. Ceci étant, vous avez des gens qui ont à la fois des vertiges, des vomissements, des douleurs abdominales. Donc tout ça, c'est global, hein, ça veut pas, faut pas... On voit quand même très nettement que 56% de ces 317, c'est des vomissements, hein, donc c'est important. Alors voilà quelques données biochimiques pour terminer, donc qui ont été faites essentiellement en 2000-2001. Vous avez ici la différence entre les dosages, par exemple, de transaminases qui ont été faites à J0 et, par exemple, celles qui ont été faites à J28. Et vous voyez que la différence, quand même, est très très faible entre les deux dosages. Il n'y a pas vraiment d'augmentation. On a même des dosages qui en sont faits à J7. On a fait J0, J7, J14 et J28. Donc, je présente simplement ici J0, J28. Hein. Vous avez la même chose pour les transaminases à LAT. Vous avez également la bilirubine, donc vous avez un petit peu plus de marge parce que beaucoup d'enfants arrivent déjà même avec de la bilirubine. Souvent il y a un peu d'hémolyse à la sortie. Et puis la créatinine ne va pas modifier, l'hématocrite n'est pas modifié vraiment sensiblement. Alors sur le plan hématologique, là aussi, on dit, attention, il va y avoir des granulocytoses, vous ne rendez pas compte avec la modiaquine, etc. Puis en fait, quand on prend toutes les données de 2000-2004, on en a d'autres aussi en stock, qui donnent la même chose. On regarde à J0 ce qui se passe, on compare ensuite avec J28, puis en fait, on se rend compte qu'à J7, J0, J7, J28, les différences moyennes ne sont pas énormes. Quand vous avez un enfant, comme ça nous arrive quelquefois, qui vient avec 1500 blancs, il repart avec 1500 blancs à 28 jours, puis c'est tout. Quand il en arrive avec un petit peu plus, 6000, il repart à 6700, 7000. Il n'y a pas vraiment de différence significative, et c'est la même chose pour les moyennes d'hématocrite. Donc en fait, pour l'instant, on est relativement rassuré au début, mais ceci étant, il ne faut pas oublier que, comme je le disais à l'instant, cette pharmacovigilance est essentielle. Et on ne doit pas perdre de vue que c'est pas avec 3000 cas qu'on peut dire il n'y a pas de problème. Il faudra en avoir 10 000 ou 15 000 pour pouvoir parler. Hein, donc c'est une étude qui est tout à fait préliminaire et qui ne doit pas nous rassurer complètement. Hein, il faut donc continuer à faire de la pharmacovigilance. Alors voilà une dernière diapo, si vous voulez, sur l'évolution de la sensibilité in vitro. On a des données qu'on avait établies en 96-97 sur le site de Melon, qui est un des villages de 8000 habitants. Et on avait donc des taux de sensibilité à la chloroquine qui étaient relativement faibles, qui sont de toute façon toujours entre 40, 38, 47, 38, et un petit piqué en 61%. La quinine n'a pas beaucoup varié non plus, elle a même tendance à s'arranger.
La monodéséthylamodiaquine, ça a plutôt tendance aussi à s'en augmenter de sensibilité paradoxalement, mais enfin, on ne peut pas interpréter les chiffres en valeur absolue. On a quand même qu'à chaque fois 42 souches, ou 34 souches, 58. Et puis ensuite, la dihydroartémisinine reste égale à elle-même. On ne peut pas parler vraiment de résistance in vitro à l'artémisinine ou à ses dérivés. Simplement, ce qu'on observe, et toi tu as dû l'observer aussi comme tout le monde, c'est qu'on a un bloc souvent d'isolats qui sont à 3 ou 4 nanomoles par ml, et puis par litre, pardon, et puis ensuite vous en avez une qui monte à 15 ou à 20, et vous ne savez pas l'interpréter, vous restez comme ça devant, c'est pas pour autant que c'est résistant, d'autant que quand vous le faites in vivo, le malade a guéri avec son artémisinine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, parce que je crois que je peux plus continuer à parler longtemps. Je vous laisse si vous avez quelques questions à poser.